21h dans tout le Bénin, mesdames, messieurs, bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, puisque cette émission sera rediffusée, mais cette fois-ci, c'est en direct chez vous. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous savoir nombreux au rendez-vous du Forum des rédactions, lorsqu'on sait que la campagne électorale a démarré depuis quelques heures dans le cadre des élections communales et législatives de 2026. L'on ne peut que souhaiter une excellente campagne aux candidats, surtout dans la paix et la responsabilité sociale. La période de campagne, ce fut une fête au Bénin. Nous allons espérer que cela continue ainsi. Pour le forum de rédaction de ce soir, nous avons les débatteurs qui sont installés déjà dans ce studio et nous parlerons donc de législative et communale 2026, quid du taux de participation, puisque le tout ne suffit pas donc d'organiser des élections et d'aller aux élections, mais aussi il va falloir trouver des voies et moyens pour que la population sorte pour exprimer leur suffrage, puisque c'est un droit. Le droit au suffrage, c'est un droit des citoyens et ils ont le devoir de sortir pour donc voter massivement et s'exprimer dans les urnes afin que notre démocratie puisse plutôt continuer par prendre le dessus notre démocratie. Oui, vous savez. Mesdames, Messieurs, voilà un peu de quoi nous allons parler ce soir au cours de ce débat. Je vais vous présenter les débatteurs dans un court instant. C'est Marcel Yedo qui réalise cette émission. C'est Emmanuel Agbodjelou qui est au son. Sur ce plateau, Hugues Hector Zogo est à ma gauche et Moïse Novillon est à ma droite. Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maurice Arnaud Agua, bonsoir Moïse Novillon, bonsoir également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM qui nous suivent en direct sur cette émission. Moïse Novillon, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Hugues Hector Zogo, bonsoir aux fidèles téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Nous parlons législative et communale 2026, quid du taux de participation à ces élections cumulées le 11 janvier. Vous le savez, les Béninois iront aux urnes. Hugues Hector Zogo, sous le régime du président Patrice Talon. Nous avons déjà participé à plusieurs élections. Et il faut le dire, il faut remarquer quand même que avant 2016, le taux de participation quand même était un peu plus élevé. Et à partir de 2016, les élections qui ont été organisées, nous amène à constater quand même que le taux d'élection a diminué. Est-ce que les élections là que nous allons organiser sera quand même un revirement spectaculaire où nous allons reprendre à avoir des taux de participation très élevés? Il faut dire que vous avez entièrement raison par rapport à ce constat qui a été fait un peu avant 2016, les élections, que ce soit communales, législatives ou même présidentielles dans notre pays, c'est avec une certaine effervescence. On a un fort taux de participation. Je me rappelle que déjà autour de 6h, 6h30... Les moments de nos marchés sont déjà alignés. Exactement. Et puis, devant les bureaux de vote. Devant les bureaux de vote. Qui sont encore fermés. Exactement. Le premier bureau de vote n'est même pas encore ouvert. Oui. Mais dès que vous allez sur les lieux de vote, vous avez déjà tout un tas de rangs devant vous. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe jusqu'au soir. Tout à fait. C'est peut-être autour de 17h qu'on va fermer le bureau de vote. Mais dès que vous êtes encore là, autour de 16h, vous sentez qu'il y a tellement d'affluence. Mais par contre, un peu après 2016, avec les élections qui ont été organisées sous l'ère du président Patrice Talon, on s'est rendu compte qu'il y a un peu moins d'engouement. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent sans aucun doute nous permettre de tirer des conclusions avec ces
taux de participation un peu faible que ce que nous avions l'habitude d'avoir. Est-ce que vous voulez revenir sur les facteurs? Oui, je vais déjà commencer par aborder le tout premier. Vous savez que le président Patrice Talon a été un chef d'État réformateur. Et donc, quand on a un réformateur, c'est forcément des grincements de dents. Alors, c'est la mélancolie. La mélancolie. On est fâché. Et quand l'enfant est fâché, il le manifeste d'une manière ou d'une autre vis-à-vis du père. Et donc, on peut se permettre de dire que le fait qu'il ait été un chef d'État réformateur, ça a contribué un peu à ce taux de participation assez faible qu'on a pu connaître pendant les périodes d'élection dans notre pays. Et quand je parle de réformateurs, moi je pense un peu plus au respect des textes et lois de la République. Avec le président Patrice Talon, même le citoyen qui se croyait tout permis fait beaucoup attention par rapport aux faits et gestes qu'il pose au cœur de la République. Parce qu'il se dit, oui, c'est vrai, je suis libre de poser un acte, mais la République me met devant mes responsabilités. Et donc, vous êtes citoyen libre, vous posez des actes, mais par finir, vous êtes responsable des actes que vous avez posés. Qu'est-ce que je voulais dire en faisant référence à ça? Il y a quelques années en arrière, vous voyez, même au niveau des leaders d'opinion, pas forcément des leaders politiques, des leaders d'opinion de nos quartiers, des rassemblements qui se font dans leur maison le jour du vote, soit avant ou soit après. Parce que parfois, ces leaders d'opinion-là veulent accompagner les personnes pour dire, bon, on n'a peut-être pas assez de moyens, mais voici 1000 francs. Prenez ça pour votre déplacement. Ne manquez pas le vote le jour du scrutin. Allez, même si c'est pas forcément même si celui qui prend l'argent ne respecte pas la consigne de vote, il y a, de par le passé, ce genre de comportement qui se développait au niveau de notre pays. Mais quand on s'est rendu compte qu'on a un chef d'État réformateur qui tient rigueur à tout le monde, on s'est dit, attention, il ne faudrait pas que je me fasse prendre. Je peux demander aux gens aujourd'hui, parce que c'est interdit par les textes et lois, le jour du vote, il n'y a plus d'affluence. On ne doit plus, en fait, remarquer des groupements. Vous parlez oui, d'accord. Il n'y a plus de regroupement. Il n'y a plus de regroupement. Et aussi, par le passé, on pouvait voir des gens distribuer de l'argent le jour du vote. Exactement, c'est de ça que je parle. Reste sur le chemin des citoyens qui vont voter et leur distribuer à la dernière minute. De l'argent. Voici, il faut voter le parti, il faut voter le parti. Exactement. Et ça marchait. Ça marchait. C'est une stratégie que nos hommes politiques... à l'arrivée du président Patrice Talon, lors de la première élection, les gens pensaient qu'ils peuvent continuer avec ces habitudes. Certains ont été arrêtés. Arrêtés. Donc à partir de ce moment-là, même ceux qui soutenaient le chef de l'État, même ceux qui le soutenaient, parce que, vous savez, c'est un système qui est mis en place. Ça permet aux leaders de la localité de dire oui, au niveau de notre base électorale, les populations sont sorties, ont voté massivement pour notre liste ou pour notre parti politique. C'est parce que nous avions dépensé peut-être le jour du vote 3 millions, 5 millions. Il a peut-être dépensé 200 000. Mais est-ce que le résultat est là? Le résultat est là. Lui va vendre ce résultat à l'acteur politique. Donc, du coup, ça a été une mauvaise pratique, mais qui a pu permettre l'amélioration du taux de participation d'une manière ou d'une autre dans notre pays de par le passé. Mais quand le chef de l'État est arrivé, lui-même, il connaissait ce genre de système. Il était quand même un acteur important. Donc, il sait comment les gens faisaient de la politique dans notre pays, comment on allait au vote. Il connaissait un certain nombre de choses. Et il trouve que ce n'était pas assez bien de faire les choses de cette manière-là. Il fallait corriger. Si vous me permettez, je vais me retourner vers Moïse. Nous Hugues Hector Zogo a évoqué, par exemple, les facteurs. Et parmi ces facteurs, il parle des réformes opérées par le président de la République, mais également l'argent avait été déterminant dans les élections parce que les gens distribuaient les sacs de maïs, les sacs de riz, les gens distribuaient. Quand même, ça fait partie des réformes qui ont été opérées. Donc, les gens ne voyaient plus peut-être beaucoup d'intérêt
à sortir de chez eux alors qu'ils n'ont rien perçu. Vous savez comment nos gens réfléchissent. Est-ce que vous pensez que c'est des éléments aussi qui justifient le faible taux de participation? Mais également de l'autre côté, il y a eu des réformes qui ont été opérées au sein des partis politiques. De 200 partis, on est passé à un certain nombre de partis. Est-ce que tout ça là ne sont-ils pas des éléments qui justifient le faible taux de participation qu'on a observé par le passé? Bien sûr, je voudrais bien vous remercier Hugues qui a commencé par poser le décor sous cet angle-là. Effectivement, il y a la question des réformes, il y a effectivement également, à côté des réformes, les conséquences qui sont allées avec, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité, par exemple, d'abord il n'y a plus de multitude de partis politiques. Vous allez voir que par le passé, à l'approche des échéances électorales et surtout de grandes échéances électorales, comme ça va être le cas le 11 janvier par exemple, il y a une flopée de mouvements. Pas forcément de partis politiques, mais de mouvements politiques qui naissent pour déclarer de soutien à X ou à Y. Et donc, tous ces mouvements, toutes ces actions-là, généralement, c'est motivé, c'est soutenu. Et nous le savons tous, nous sommes des Béninois, on vit cette situation-là. On a vécu cette situation-là tout le temps. Et donc, ces actions-là ont généralement été motivées. Et donc, pour que les différents acteurs, pas forcément de grands leaders, hein, même les petits, les micro-leaders qui mobilisent et qui rassemblent les foules comme ça pour faire ces genres de déclarations, ils sont obligés de justifier auprès des financiers, il faut le dire clairement comme ça, auprès des parrains, les sous, les ressources qui ont été mises à leur disposition. Et donc, justement, la corruption de l'électeur va jusque parfois au jour du vote, ce qui est interdit. Par exemple, même l'argent en politique, c'est interdit par les tests, c'est parce que les tests n'ont jamais été respectés véritablement, sinon ce n'est pas autorisé que les acteurs politiques puissent payer la conscience, payer l'électorat. Voilà, mais nous l'avons tous vécu. L'achat de conscience, c'est voilà, l'achat de conscience, justement, nous l'avons tous vécu quand même. Elle s'est passée tout le temps autour de nous. Et beaucoup de choses se sont d'ailleurs passées autour de nous, qui étaient quand même dans les lois et qui n'avaient jamais été mises en application, qui n'avaient jamais été respectées comme cela se doit. Donc évidemment, quand on est arrivé à l'ère des réformes et des réformes majeures où effectivement il faut cesser avec certains comportements et beaucoup de choses ne sont plus autorisées, évidemment, il va falloir également prendre encore du temps pour que la population qu'on a déjà habituée à une certaine manière de faire, c'est-à-dire à aller voter contre de l'argent, par exemple. Voilà, il va falloir un certain nombre de temps encore avant que cette population-là puisse effectivement reprendre le pli, reprendre l'éducation et comprendre effectivement qu'en réalité, on ne devrait pas aller voter parce que l'on a reçu de l'argent, mais parce que l'on a écouté un message et que l'on est favorable ou contre un tel message. Mais on peut également inscrire la chose dans le contexte sous-régional et le contexte global. Le contexte global, d'abord, c'est même quand on va dans les grandes démocraties par rapport aux dernières élections, un peu partout sur les continents, même aux États-Unis, un peu partout, il y a eu quand même de baisse de taux de participation. Je n'ai pas de chiffres figés à avancer ici, mais les uns et les autres peuvent quand même se souvenir ou alors encore procéder à plus de vérification. Ils vont se rendre compte qu'il y a eu une sorte de désintérêt effectivement de la population mondiale pour les questions électorales. On peut peut-être revenir pour examiner quelques raisons. Mais le contexte sous-régional surtout décourage également, et on ne le perçoit pas directement. Le fait qu'autour de nous, il y ait des militaires au pouvoir et qui entretiennent une grande propagande anti-démocratie, anti-élection, influence également les opinions dans nos pays, dans un pays comme le Bénin, dans un pays démocratique, évidemment, comme le Bénin par exemple. Vous voyez, je ne les cite pas, mais les pays de l'AES, depuis 2020 pour certains, et depuis 2023 pour d'autres, et peut-être 2022 encore pour le Burkina Faso par exemple, il n'y a plus d'élections dans ces pays-là. Et c'est beaucoup de propagande pour soutenir les militaires qui sont au pouvoir, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'ingénierie de fake news qui sont à la gloire des leaders, des responsables militaires qui ont pris ces pays-là et qui font croire que tout est rose et que c'est la norme. Et cela provoque une sorte de désintérêt également dans les populations qui sont autour, encore que ce sont les mêmes peuples. En réalité, ce n'est pas les questions de frontières, ce sont les frères et sœurs qui sont de part et d'autre des frontières. Donc il y a toutes ces réalités-là, en fait, qui sont en train d'influencer et d'impacter le taux de participation jusque chez nous.
Donc, en plus de ce que, effectivement, il faut ajouter à ce que vous avez constaté avec Hugues, il faut voir également les choses dans ce sens-là. Et la démocratie électoraliste également ne convainc plus. Il faut avoir le courage de le dire. La démocratie qui dit chaque 5 ans, chaque 2 ans, chaque 3 ans, il faut aller voter, ne convainc plus parce qu'on a fait ça tout le temps. Mais on n'est pas parvenu à satisfaire les besoins des populations. Donc, à un moment donné, les populations ont commencé par s'enlacer et par se dire, mais vous nous demandez de venir voter pour vous chaque fois avec les mêmes arguments. Vous allez faire les écoles, vous allez créer les emplois, vous allez faire les hôpitaux. Mais chaque fois, on ne voit pas les routes, on ne voit pas les écoles, on ne voit pas les hôpitaux. Nos enfants vont à l'école, ils n'ont pas de l'emploi. Et les gens ont commencé par se désintéresser. On peut écouter les discours autour de nous. Ça, c'est les questions de politiciens, ça ne nous regarde pas. Et donc, je pense que c'est les politiciens et nous également, à travers de pareilles émissions, de pareils débats, qui allons ramener progressivement la population dans les normes, notamment par rapport à la question de l'argent d'abord, donc faire comprendre aux citoyens que ce n'était pas autorisé que l'on fasse des campagnes avec de l'argent, que l'on distribue des billets de banque, que l'on distribue des gadgets, que l'on distribue du sel, du riz, etc. C'est de la corruption électorale. Ce n'était pas autorisé. Même si ça se faisait par le passé, il faut quand même à un moment donné que ça cesse. Le président Patrice Talon est venu siffler la fin de la récréation. Et donc, vous voyez que quand les gens parlent aujourd'hui, ils disent « Ah, on est à 1 semaine d'une élection et ça dort comme cela et ça ne bouge pas. » On ne voit rien. Et on ne voit rien. Ça, c'est des choses que nous disons, nous entendons autour de nous tous les jours jusqu'à maintenant. Donc, il va falloir quand même que ça cesse. Il faut également dire aux gens que, qu'on le veuille ou non, la démocratie, c'est le moindre mal de tout ce qu'il y a comme un système et que les gens peuvent ventiler ça et là, c'est le moindre mal. Vous voyez, il y a des pays qui sont très en difficulté et qui font croire que ça va bien. Vous voyez, il y a eu des mouvements de grève qui sont annoncés dans certaines dictatures autour de nous. Je ne veux pas faire de la pub ni de stigmatiser, mais vous pouvez voir qu'il y a des difficultés partout. Donc, la démocratie nous offre quand même l'occasion, à travers les élections, de nous exprimer. Il faut que les citoyens, les compatriotes saisissent ces opportunités-là pour s'exprimer, pour dire, pour opérer des choix, pour pouvoir justifier quelles sont leurs postures, quelles sont leurs positions. Et il faut également que les gouvernants, pas seulement dans les États, mais les institutions supranationales également, puissent travailler effectivement à restaurer la confiance en les élections, dans les scrutins, afin que nous puissions davantage voir la participation des citoyens à ces occasions, à ces échéances électorales. Hugues Torzogo, quand on a fini d'évoquer quelques aspects qui seraient peut-être à la base des faibles taux de participation aux élections qu'on a observé, et quand on sait qu'il y a quelques jours, le président de la République a fait son discours sur l'état de la nation et nous a permis de mieux cerner le profil de notre démocratie, est-ce que ces élections ne peuvent pas être perçues comme un nouveau départ? Oui, c'est tout à fait normal hein, que vous ayez fait référence donc à ce message sur l'état de la nation qui a été présenté par le président de la République il y a juste quelques jours en arrière. Parce qu'en réalité, ce message nous renvoie un signal fort. C'est l'état d'esprit du nouveau type de Béninois que nous avons désormais. Et donc, les élections, effectivement, de janvier 2026 seront une occasion pour le peuple béninois de démontrer qu'à un moment donné, il y a eu peut-être des incompréhensions. À un moment donné, le chef de l'État, à travers les différentes réformes qu'il menait à la tête de notre pays, on pensait que c'était peut-être pour une certaine classe politique. Tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui sous sa mandature, il va partir et laisser ça comme héritage au Bénin. Aujourd'hui, les Béninois sont en train de le comprendre. Ils sont en train aujourd'hui de se dire, mais quoi qu'on aura dit de ce président-là, mais il a pu travailler pour le pays. Mais est-ce qu'ils comprennent ce que vous dites quand on continue d'entendre sur les bouches « nous avons fait ». Est-ce que les gens comprennent et perçoivent de ce que vous dites? Parce que quand le président travaille pour eux, c'est qu'il y aura beaucoup d'argent sous leur lit, ils ne peuvent plus avoir de problème d'argent. Et ils doivent régler leurs problèmes, ils doivent manger à leur faim au quotidien. Vous savez, c'est tout à fait légitime, c'est humain. C'est tout à fait légitime, c'est humain. Les habitudes ont la peau dure, comme on le dit. Et puis, ça fait combien d'années? Ça fait juste 10 ans pratiquement. Mais regardez tout ce que le chef de l'État nous a permis de bousculer comme habitude. De par le passé, quand on entendait parler des périodes de campagne, regardez, depuis quelques heures, les campagnes se sont ouvertes, mais on ne le dirait pas.
Or, il y a quelques années en arrière, Moïse l'a si bien dit, les mouvements qui sont un peu partout. Et dans un quartier, par exemple, vous avez jusqu'à une vingtaine de leaders qui se retrouvent à porter le message des partis politiques. Et chacun anime le quartier avec les moyens mis à sa disposition. Mais nous oublions qu'en réalité, ces moyens qui sont mis à la disposition, c'est des moyens détournés de l'État. Même si ce n'était pas le cas, la personne qui a mis ces moyens à disposition, une fois élue, va chercher à rentrer d'abord en possession de ces fonds-là, avant de chercher à faire du bénéfice, s'il y a lieu de faire du bénéfice ou du profit. Et donc tout ça aujourd'hui, on est en train de le reléguer en arrière-plan. Et le citoyen ordinaire que nous sommes, même si nous avons un peu de grincement de dents en vivant ce genre de choses, parfois, il y a le sursaut patriotique qui nous anime et qui nous permet de dire, mais quoi qu'on dise, notre pays commence par être un grand pays. Notre pays devient de plus en plus beau. Oui, parcourez un peu les grandes villes de notre pays. Prenez Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Abomey, Grand Popo, Ouida, Natitengu, Parakou, Djougou. Prenez ces localités-là aujourd'hui. Ne serait-ce que les citoyens de ces localités, ils peuvent vous dire la fierté qui les anime de voir réaliser des infrastructures socio-communautaires d'une certaine qualité au niveau de leur localité. Ça ne voudrait pas dire que de par le passé, on ne réalisait pas des infrastructures. On en réalisait, mais on ne rêvait pas grand. On ne réalisait pas les choses pour l'avenir. On le fait juste pour l'instant où nous nous retrouvons. Et pratiquement 5 ans après, on se retrouve à pouvoir investir encore dans le même secteur, dans la même structure. Mais aujourd'hui, nous travaillons pour l'avenir. Ce qu'on construit comme infrastructure, c'est pour, disons, 10, 15, 20 ans. Au point où on se dise, ah mais on ne savait pas que nos impôts nous auraient permis de faire ce genre de travaux, d'ouvrir de ces grands chantiers du genre dans notre pays. Donc, progressivement, le citoyen béninois est en train de comprendre le politique. Même s'il trouve que le politique, de son côté, n'est pas encore arrivé à faire autant de sacrifices comme lui, le citoyen. Parce que ne l'oublions pas, au même moment où on demande aux citoyens de serrer par exemple la ceinture, le politique n'est forcément pas encore dans cette dynamique-là. Chez le politique, c'est peut-être autre démarche, c'est peut-être autre paradigme. C'est peut-être qu'on lui est en train de lui mettre plus de moyens à disposition aujourd'hui. Mais on oublie aussi que ces moyens, on les lui met à disposition parce qu'on veut le sévir de la plus grande des manières possibles quand il va toucher à 1 franc du trésor public. Quand il... Surtout, Hugues, je ne vous arrête pas, bien sûr. Je ne vous coupe pas. Je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait qu'on dit que le peuple a faim. Ce n'est pas nous qui le disons. Oui, justement, ça se répète, ça se dit, le peuple a faim. Mais en vérité, dans la réalité, dans la manifestation, on va se rendre compte que tout ce que nous sommes en train d'évoquer là par rapport à cette question, par exemple, c'est la faillite de l'élite tout court. C'est que les acteurs politiques n'ont pas d'offre en réalité à faire aux citoyens. C'est pourquoi on est souvent resté dans les moments de cette nature-là, dans les invectives, dans les conjectures, c'est-à-dire que les attaques de personnes et non les attaques d'idées. Sinon, on a fait notre on est en train de parler. La population, ils ne se retrouvent pas dans cette façon, dans ces résumés que les acteurs politiques ont l'habitude de présenter, parce que il faut constater qu'il y a par exemple le microcrédit aux femmes, les microcrédits aux femmes par exemple, que les populations y reçoivent tous les jours. Et donc vous voyez quand un gouvernement fait dans ce genre d'action, dans ce genre de politique, il est difficile pour les contradicteurs de trouver des éléments d'argumentation en fait. Quand on voit les infrastructures qui sont là, il y a un programme par exemple, Bessoke-si, je ne dis pas du n'importe quoi. Ça c'est le programme qui va au secours des filles exactement. dans les écoles qui déposent de l'argent sur leur compte. Voilà. Quand un gouvernement mais les gens n'en parlent pas. Oui, justement, quand un gouvernement fait déjà dans ses actions, voyez, l'offre, étant donné que les politiciens ne nous ont pas habitués à faire des offres en termes
termes d'idées et qu'ils se sont généralement limités et consacrés aux invectives, aux attaques contre les personnes. Et que cette fois-ci maintenant, il y a une équipe quand même qui pose les balises des infrastructures, on voit. On a par exemple le Azoli aussi. Voilà, Azoli, il y a un très bon programme. Azoli. Qui forme et emploie des centaines et des centaines de jeunes. Voilà, c'est très bien, vous me passez très bien. Et tout ça doit diminuer la faim. Tout ça, non seulement que tout ça diminue la faim, mais c'est qu'il est difficile maintenant, au moment où on ne permet plus aux acteurs de faire le débat autour des personnes, d'aller sur des idées, il manque d'idées en fait pour aller au contact de l'électorat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on a tendance à penser qu'il n'y a pas de débat. Mais en réalité, les gens n'ont pas d'argument pour pouvoir attaquer. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, par exemple. Vous ne pouvez pas le dire. Les infrastructures sont là. Tout le monde voit. Et d'ailleurs, les gens vont utiliser ces infrastructures pour les campagnes. Pour pouvoir circuler facilement. Voilà. Même sur le terrain. Et aller vers les mandats. Même le terrain du social. Nous avons déjà pu déconstruire cela ici, même sur ce plateau, sur un plateau parmi les émissions du matin que nous avons l'habitude de faire, par exemple. Nous avons déjà démontré que le social dont les gens parlent, il n'y a pas le social, il n'y a pas le social. En réalité, le social a été mis dans son vrai sens. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez plus entendre, par exemple, on fait la promotion d'un natif je dis n'importe quoi, de Calavi, puisque nous sommes dans Aboumé Calavi, on fait la promotion d'un natif et on dit, ça c'est la prospérité partagée, ça. C'est-à-dire on va sur le terrain pour faire des actions de mobilisation de foule, d'actions populaires, et on dit, ah, vous voyez, j'ai nommé votre fils au poste de directeur général, c'est la prospérité partagée. Non, la prospérité partagée aujourd'hui, c'est dans l'action publique que l'on mène pour que ça puisse bénéficier, ça puisse profiter à tout le monde. C'est dans les Bessoké, c'est dans les financements, c'est dans les financements aux femmes, c'est dans les Azoli. Voilà, c'est dans la construction des hôpitaux. C'est dans la. Voyez, aujourd'hui, pour faire certaines formalités, pour obtenir un casier judiciaire par le passé, si vous êtes né à Tchoumi et que vous êtes venu faire les études à Aboumé Calavi et que vous avez besoin d'avoir votre casier judiciaire, il fallait repartir là. Aujourd'hui, tout cela, c'est à partir de votre salon, sur votre téléphone, votre gadget, téléphone portable, vous avez la possibilité de demander votre casier judiciaire et en moins de 24 heures l'obtenir. Moi qui vous parle, j'ai déjà eu cela, j'ai déjà bénéficié de cela en moins de 24 heures. Et le paradoxe, si vous permettez, c'est du social aussi, parce que ça vous évite de dépenser de l'argent pour aller jusque chez vous et aller faire les formalités. Donc avec tout le risque, l'économie. Avec tout le risque. Et que cela coûte. Vous pouvez peut-être connaître un accident en cours de route. Voilà, vous restez dans votre salon, vous obtenez le truc en moins de 24 heures. Donc l'argent du déplacement vous permet de manger. Voilà, vous gagnez en temps, vous gagnez en ressources, vous gagnez également en efficacité. Il y a des et vous êtes en sécurité. Il y a des concours ou bien des emplois pour lesquels vous voulez postuler. Le délai est déjà très proche. Si vous devez faire le trajet jusqu'à Natitengu avant de revenir pour venir déposer votre dossier à Cotonou, les gens l'ont fait par le passé tout le temps. Hein. Voilà, oui, mais les gens l'ont fait par le passé tout le temps, sans forcément qu'il y ait des études qu'on ait évaluées sur tout ce qu'on a perdu en termes de ressources, en termes de personnes également, de l'intégrité physique qui aurait peut-être connu. Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup insisté pendant longtemps. Et on a l'occasion maintenant, les 10 ans du président Patrice Talon nous ont permis en fait de revenir aux fondamentaux. On s'est écarté pendant longtemps. La démocratie, on ne peut pas implémenter la démocratie avec les invectives, avec le discours. Ce n'est pas la pratique qu'il faut implémenter la démocratie. Il y a des choses basiques qui concourent à l'enracinement de la démocratie qu'on n'a pas eu le temps d'inculquer, d'enseigner aux populations à la base. Et tout le temps, l'élite est restée à la surface pour dire la Constitution de 1990 a une âme, il faut préserver la Constitution, la démocratie, il faut préserver la démocratie. Et ils surfent sur l'ignorance de la masse, sur l'incompréhension de la masse, pour eux se mettre au beurre, au détriment de la grande masse. Aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre. Donc tout ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est parce qu'on n'a pas habitué les populations au débat d'idées. Et les acteurs politiques également n'étaient pas habitués à faire les débats d'idées. Maintenant qu'il y a un gendarme qui respecte les lois, qui fait respecter les lois et qui interdit que l'on triche avec les dispositions légales, vous voyez que c'est difficile pour les acteurs d'aller offrir du débat dans l'opinion. C'est pourquoi vous ne voyez pas de mouvement de foule, parce que les gens n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas de débat. Ils ont même peur de venir sur les plateaux de télévision. Oui, ils n'ont pas d'idée, même quand on les invite, ils ne viennent pas. Donc, ils ont des difficultés en fait à sortir les idées. Chez nous, dans notre parti, c'est la discipline, hein, on centralise, je vous reviens, ça c'est les expressions, je vous reviens. Vous allez sur les comptes sociaux. Aujourd'hui, il y a les comptes sociaux, même si les gens disent qu'ils ne veulent pas aller sur le terrain. Il y a des comptes sociaux pour des partis politiques, pour des leaders politiques. Vous allez sur leur compte, ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucune opinion. Il y a des sujets majeurs,
des questions majeures qui arrivent, qui interviennent tous les jours dans la vie des citoyens. Mais ils ne produisent aucun message, ils ne produisent aucune orientation. Et vous ne les voyez pas également au sein des communautés. Mais nous sommes également des citoyens, nous sommes dans les communautés. Vous ne les voyez pas au sein des communautés en train d'organiser des rencontres, en train d'organiser des séminaires, en train d'organiser des formations pour leurs militants. Et ils sont là, ils disent non, il n'y a rien à dire. Non, non, et la seule chose... On va consulter notre cellule. Le seul argument qu'ils trouvent, c'est que non, on n'est pas en démocratie. Non, on n'est pas en démocratie. Ils ont peur de s'exprimer, ils ont peur de prendre la parole, alors que personne n'interdit à personne de prendre la parole. On vous dit simplement, prenez la parole, dites ce qu'il y a lieu de dire, dites ce qu'il y a lieu d'être, dites ce que vous avez la possibilité de justifier, de prouver, et vous faites votre chemin. Mais si vous-même, vous n'avez même pas le background pour pouvoir prendre le débat sur la place publique, si ce n'était que seulement sur la base des invectives et des gadgets et des intérêts que vous aviez l'habitude de prendre la parole, maintenant que c'est limité, et tout ça, on voit maintenant les tares, on voit maintenant les limites de notre classe politique qui n'ont pas d'idée à offrir. Et c'est là le drame de ce que nous sommes, l'une des facettes de ce que nous sommes en train de déplorer comme drame ici ce soir. Donc, il va être très intéressant que les acteurs puissent revoir leur copie. Il ne faut pas qu'ils s'attendent, parce que ça ne fait rien à personne en particulier, sauf si vous vous mettez en difficulté avec les lois et avec la législation de notre pays. Je vais repartir vers Hugues Hector Zogo pour qu'il réponde maintenant à ma question avant que je ne revienne à vous. Hugues Hector Zogo, je disais tantôt, quand on connaît désormais le profil de notre démocratie qui semble être unique, est-ce que les populations peuvent alors faire l'effort de comprendre le sens des réformes opérées jusque-là et que c'est le moment quand même de faire un nouveau départ avec ces élections que nous organisons en 2026? Alors, ne soyez pas surpris que les acteurs politiques qui devraient être les premiers à pouvoir éduquer les consciences, la conscience collective et individuelle, ne soyez pas surpris que ces acteurs politiques-là ne soient pas inscrits dans la démarche du chef de l'État. Malheureusement. Parce que c'est inscrit dans la démarche de la vision partagée par le chef de l'État que nous aurions eu, par exemple, un fort taux de participation pour les prochaines élections. Parce que dès qu'on vous dit que la démocratie est plus axée sur les questions de développement, ça veut dire que le premier facteur qui est mis en jeu, c'est l'éducation. Quelle est l'éducation citoyenne à laquelle on a droit au cœur de nos partis politiques? De tout ce que nous avions comme formation politique au Bénin aujourd'hui, et qui dit, on se permet d'entendre parfois dire qu'il y a des écoles de partis politiques, quels sont en fait les modules de formation? Quelles sont les thématiques sur lesquelles ces partis politiques-là forment? Il ne suffit pas simplement de dire, par exemple, qu'on va se retrouver à Zanyanando, qu'on va se retrouver avec les populations de Niki pour une journée où le leader de la formation politique se fait accompagner des membres du bureau politique. Ils viennent, on les applaudit, ils prennent le discours, le micro, ils tiennent un discours peut-être d'une trentaine de minutes, 1 heure, on donne la parole à quelques-uns qui se prononcent pour qu'on dise qu'on a formé les citoyens, membres de ces partis politiques-là, aux valeurs républicaines. La formation va bien au-delà. Mais bien que l'État béninois ait mis des financements à disposition de nos partis politiques-là, est-ce qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui, en voulant faire le bilan, que les partis politiques, que ce soit ceux de la mouvance comme ceux de l'opposition, que ces partis politiques ont travaillé à éduquer effectivement leur population ou bien leurs militants? Est-ce que le citoyen qui se retrouve au cœur d'une formation politique connaît ce que représente pour lui le vote? Aller voter, qu'est-ce que ça signifie pour le citoyen? À quel moment les partis politiques ont aidé le citoyen à le comprendre? Quel est l'intérêt pour le citoyen qui se retrouve être militant de se rendre aux urnes sans attendre un moyen de déplacement ou sans attendre une contribution en termes de déplacement du leader de la localité? Est-ce que les partis politiques ont travaillé à ça? À partir du moment où ils n'ont pas fait ce travail-là, à quoi ils vont s'attendre? Les populations qui étaient déjà habituées à l'ancienne
l'ancienne pratique et qui savait que la veille des élections, où on ne doit même plus entendre parler de campagne politique, puisque à 2 jours du vote, on arrête tout à 0 heure. Les populations à qui on faisait le porte-à-porte, le porte-à-porte qui n'était pas du tout inscrit dans les tests et lois de la République, ce citoyen, puisqu'il n'a pas eu de porte-à-porte, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, il faut les laisser, ils ne sont pas venus chez nous. Ceux vers qui ils sont allés n'ont qu'à aller voter pour eux. Oui, le paradoxe, c'est ça. Nous connaissons tous ce genre de tableau, où déjà la veille, on sait que l'élection va commencer peut-être le lendemain à 7 heures. Mais déjà à 0 heure ou à 1 heure du matin, vous voyez des jeunes qui sont dans le quartier et qui disent, oui, on attend que les leaders viennent. Et effectivement, les leaders politiques viennent avec des sacs de maïs, avec des sacs de riz, avec du sac du haricot. On distribue 1000 francs, 2000 francs dans des maisons. On va voir peut-être le leader d'opinion de la région et on lui confie ce qu'il faut pour tout ce quartier-là. Et c'est à lui de voir les stratégies. Il sait celui à qui il ferait appel pour qu'on vienne chercher pour peut-être 5 ou 10 maisons à la fois. Certains ne font appel à personne. C'est l'occasion pour eux de s'enrichir, de Évidemment. mettre la main sur tout ça. Et donc, aujourd'hui, ça ne va pas se répéter malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est le calme, le choc des idées. Vous verrez les leaders, certes, sur le terrain, mais ceux dont ils vont le plus parler, c'est des idées. Moi, par exemple, en tant que député à l'Assemblée nationale, si vous arrivez à m'accorder votre suffrage, voilà les tests de loi, par exemple, sur lesquels je pourrais travailler avec ma formation politique. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a telle insuffisance. En tant que député, par exemple, voici ce que je pourrais être en mesure de proposer comme tests et lois. Si ça passait à l'Assemblée nationale, donc on pourrait, avec le temps, ne plus être confronté à tel ou tel autre problème de notre société. Moi, j'aspire à être conseiller communal. C'est vrai que ce sont les partis politiques qui, au final, désignent celui qui sera maire de la localité. Mais voici déjà ce que je détiens comme idée. Voici ce que je sais au niveau du plan de développement communal de notre commune. Voici ce qui est inscrit. On est déjà à la 4e génération, mais juste là, tel ou tel autre élément n'a pas été abordé par les anciens conseils communaux. Moi, en tant que conseiller communal qui fait les routes, non plus, il faut avoir le courage de il faut avoir le courage de démystifier ce genre de sujet. Les gens veulent tout aborder au même moment parce qu'il n'y avait pas une certaine clairvoyance, il n'y avait pas de la lumière. À aucun moment on ne s'arrêtait pour faire le bilan, pour se poser la question de savoir, mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est effectivement de ses prérogatives? On ne le faisait pas. Donc, aujourd'hui, comme Moïse l'a dit, l'élite est au cœur de tout ce qui nous arrive là. L'élite est au cœur de tout ce qui nous arrive. Mais est-ce que c'est un nouveau départ? C'est un nouveau départ. Les populations. C'est un nouveau départ. Mais écoutez, pour donc se départir des tares que nous avons traînées jusque-là et savoir que désormais, aller voter, c'est un devoir, c'est un droit. Et c'est très important la discussion que nous sommes en train de mener là. Vous savez, tout à l'heure, vous avez semblé dire que notre démocratie est unique. Notre démocratie n'est pas unique. Nous allons finir par nous rendre à l'évidence. En fait, nous sommes en train de retourner aux fondamentaux. Si on a suivi même l'intervention du chef de l'État, dans son discours à la nation la dernière fois, voyez, les allusions faites à la parenthèse de 1990 à travers la conférence des forces vives de la nation. Donc on s'était départi des fondamentaux, vous voulez dire. Oui, on s'était départi des fondamentaux, jusqu'à ce qu'on a érigé en normes et en principe les contre-valeurs, les instruments qui ne permettent même pas de faire la promotion de la démocratie. Écoutez, tout à l'heure, ici même, au cours de cette émission, nous avons déjà dit qu'il y a des acteurs qui financent les partis politiques ou bien les leaders politiques. C'est déjà sorti de nos propos. Mais les acteurs là, ils vont financer les leaders ou bien les partis politiques sur quelle base? Ils ont quel droit pour le faire? Ouais, depuis 2018 qu'on a promulgué, qu'on a voté une loi sur le blanchiment des capitaux.
et que c'est bien respecté, et que dès que vous sortez de l'argent, vous manipulez de l'argent dont vous n'êtes pas capable de prouver la provenance, l'origine, vous allez en prison, on vous interpelle, vous voyez que les acteurs politiques se sont légèrement assagis. Il ne s'agit plus, ils ont du mal désormais à sortir de l'argent et à distribuer de l'argent. Parce qu'on va vous poser des questions. Aujourd'hui, il y a le financement public des partis politiques. Et donc, on sait combien on a mis à votre disposition et on sait, il y a une comptabilité qui est tenue, on sait ce que vous devriez faire avec les ressources qui sont mises à votre disposition. Si vous avez encore des billets de banque, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, à distribuer lors des meetings, il va falloir que la comptabilité puisse justifier de la provenance de ces ressources-là, si vous n'en avez pas fait de trop. Vous savez, il y a un acteur politique majeur de notre République qui a brandi comme cela devant micro et caméra que lui, il est allé chercher 400 millions chez un acteur, un opérateur économique pour soutenir sa campagne. Et c'est passé crème. Tout le monde a accepté ça comme la norme. C'est-à-dire que c'est passé crème au moment où il a déclaré et c'est passé crème jusqu'aujourd'hui parce qu'on a pensé que c'était normal, c'était correct de faire cela, alors qu'en réalité, c'était un acte suffisamment grave. C'est-à-dire que vous venez fausser ce parti politique, par exemple, ce groupe, effectivement parce que l'État aussi ne jouait pas son rôle, l'État qui devrait financer l'action politique publiquement pour pouvoir en assumer la garde et le contrôle ne s'assumait pas. Et donc en réalité, nous allons finir, nous Béninois, qu'on soit intellectuels, cadres ou citoyens lambda, on va finir par comprendre qu'en réalité, on n'est pas dans une dérive démocratique ou bien autocratique comme les gens sont en train de le faire croire et comme même la majorité. En réalité, nous sommes en train de retourner aux fondamentaux. On s'est écarté depuis longtemps, de sorte que les écarts, les erreurs ont fini par s'ériger en habitude et en normes. Ce n'est pas une norme que de distribuer de l'argent pour faire les campagnes. La norme, c'est d'avoir des idées. C'est de la dénorme. C'est la dénorme. La norme, c'est d'avoir des idées. Et maintenant que on est brusquement, parce qu'il faut quand même l'admettre, maintenant que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un acteur dominant, comme le président Patrice Talon, il faut l'avouer. Oui, comme on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un leader comme cela, capable d'avoir le courage, capable d'avoir l'audace de dire les normes que nous avons érigées en normes, les habitudes que nous avons, les habitudes antidémocratiques qu'on a pérennisées jusqu'ici. Moi, je veux mettre un frein à cela. Comme les acteurs ne s'étaient pas préparés à ça, c'est arrivé en fait, et nous-mêmes on se perd dedans, même dans nos éléments de langage, parce que ceux qui nous suivent, il y a des compatriotes qui sont très éclairés, il y a des erreurs que nous-mêmes nous commettons, parce qu'il y a certains comportements qui n'étaient pas des comportements démocratiques, que nous avons acceptés dans notre jargon, dans notre compréhension, comme des normes, et qu'on répète sans le savoir, sans y prêter attention, c'est-à-dire que sur les plateaux, pendant les analyses comme cela, et normalement, on contribue à relayer les erreurs. Donc, en réalité, on n'a pas une démocratie typique, on n'a pas une démocratie particulière. Nous sommes en train de retourner aux fondamentaux de la démocratie. C'est à partir de ce que nous sommes en train de vivre sur ces 10 dernières années. Et certainement, si on a la chance de faire pérenniser, de faire durer dans le temps l'audace et le courage pour aller jusqu'au bout, que nous allons revoir un nouveau type de citoyens, que nous allons revoir un nouveau type de politiciens également chez nous. Parce que si on sort l'argent, si on sort les distributions de sel, les distributions de riz, du débat, d'huile de sucre, des autres gaziers du débat, si on sort tout ça du débat, et que maintenant il ne reste plus qu'à ceux qui prétendent, à ceux qui ont envie de prendre la parole publique, d'assumer des responsabilités et des charges publiques, s'il ne leur reste que les idées, les acteurs vont devoir retourner dans les classes. Ils vont devoir retourner se faire former, se donner les outils nécessaires pour aller parler avec les acteurs. C'est pourquoi il ne faut pas briser la dynamique qui est en marche là. Il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer. Sérieusement, c'est maintenant que nous sommes en train de prendre réellement en considération ce que les pères fondateurs ont voulu qu'on fasse à partir de 1990 à travers les conclusions retenues à la suite de la conférence des forces vives des nations. C'est maintenant que nous sommes en train de retrouver les vraies marques de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les invectives, ce n'est pas la capacité pour quelqu'un de crier, d'aller à la télévision, de crier, d'injurier son vis-à-vis, d'injurier son adversaire. Pendant longtemps, on a pensé, les acteurs ont fait du spectacle, ils n'ont pas fait dans les idées, ils ont fait dans les spectacles. Je vais vous donner un exemple assez simple. Aujourd'hui, quand on parle de l'Assemblée nationale de notre pays, nos compatriotes béninois sont déçus. Pourquoi? Ils sont déçus pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le débat à l'Assemblée nationale.
Et on vous donne comme référence la première législature, c'est-à-dire la législature qui est sortie Mais il y a eu de la d'autres conférence. législatures, il y a eu d'autres législatures également qui ont fait beaucoup de débats. Oui, évidemment. C'est-à-dire que quand le Béninois veut vous donner l'exemple. Bon, mis à part les législatures où on a mangé de l'arachide Oui, et tout oui, ça oui. là. Justement, Même au moment où on mangeait de l'arachide, il Il y avait le il y avait le débat. Il y avait le débat d'idées. Mais aujourd'hui, attendez, c'est pas parce que, vous savez, on a un chef d'État extraordinaire. Quoi qu'on dise de Patrice Talon, il a été un chef d'État extraordinaire. Regardez très bien comment il garde la mouvance présidentielle. Il y a des sujets sur lesquels les députés auraient pu ne pas être du tout d'accord avec lui. Mais puisqu'ils sont de la mouvance présidentielle, ils ne prennent même pas la parole. Ils ne donnent même pas leur avis sur les questions d'intérêt national. Prenez ne serait-ce que le cas de la révision de la Constitution, ce qu'on a eu tout récemment. Vous aviez vu, la démarche idéale aurait été que... Les questions orales ont disparu aussi de Bien sûr, nationale. la démarche aurait été que les députés à l'Assemblée nationale puissent rencontrer les compatriotes pour leur dire nous sommes dans telle démarche de révision de la Constitution, tout ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait le forcing. Mais quelle a été l'attitude du chef de l'État avant de promulguer la loi? Ils ont fait le tour. Il a pour demandé à ce que expliquer tout le monde aux aille expliquer. populations. En fait, c'est une manière indirecte de leur dire mais vous ne connaissez pas en réalité votre rôle, Vos prérogatives. votre mission. En fait, les acteurs n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas outillés. Le débat dont il est en train de parler, l'absence du débat dont il est... c'est pas que les sujets ne sont pas débattus, c'est pas que les textes de loi ne sont pas débattus, c'est que c'est les invectives. On a érigé les invectives et les querelles en normes, en débat. Et on a pensé que c'est parce que vous criez le plus, c'est parce que vous injuriez le plus que vous êtes en train de faire la politique et que vous êtes en train d'animer le débat politique. Et alors, pour finir, en vérité... qu'est-ce que les populations doivent faire maintenant? Non, mais il faut s'attendre à ce que les populations sortent quand même massivement cette fois-ci. Et les raisons sont là. C'est que les partis politiques qui étaient restés, vous savez, en 2019, par exemple, il y a eu une formation politique, il y a eu des formations politiques qui ont appelé au boycott purement et simplement de l'élection. En 2021 également, il y a eu des partis parce que leurs responsables se sont retrouvés en difficulté avec la loi, qui ont appelé également au boycott. Mais en 2023, où ces leaders-là ont compris et ils se sont mis dans les normes de ce qu'il fallait faire pour pouvoir prendre part aux élections législatives de 2023, par exemple. Et il y a eu un taux de participation plus élevé quand même. Il faut le faire observer. Et donc là, maintenant, c'est 5 partis politiques quand même, tous les grands partis politiques qui ont pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi sont dans la balance cette fois-ci. Et ils ont intérêt à ce que l'électorat sorte pour voter. Nous, on a déjà quand même suffisamment parlé de ça. On l'a déjà vu venir. On sait que cette fois-ci, ils ont intérêt, surtout que tout à l'heure, c'est les élections communales et les élections législatives où ça engage directement la proximité avec l'électorat. Ne soyez pas surpris qu'il y ait explosion même de participation à ces échéances-là. On va largement aller au-dessus de 60-70%, c'est très sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus parce que tous les cadres sont dans la balance, sont dans le panier. Il n'y a personne aujourd'hui qui soit en train d'appeler au boycott. Donc tous les acteurs sont dans la balance, les citoyens vont sortir pour voter. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous, on profite du sujet que vous nous avez soumis, effectivement, pour dépasser ce niveau-là. Oui, et faire observer quelles ont été les raisons pour lesquelles certaines choses ne se sont pas passées, comme cela se devrait. Voilà, comme cela se devrait. Très bien. Voilà. Oui, Hugues Zogo, pour finir maintenant. Oui, pour finir, je pense quand même qu'on aura un très fort taux de participation parce qu'il y a un défi qui guette un parti politique. C'est le parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition. Le défi qui le guette, c'est d'obtenir donc 20% au niveau des 24 circonscriptions électorales. Donc déjà, la pression... Parce que ce parti n'a pas fait un accord de gouvernement. Exactement. Ouais. Donc déjà, la pression se retrouve sur le parti de l'opposition. Ce parti-là, c'est qu'il y a une forte pression qu'elle doit pouvoir gérer, non seulement au niveau de certaines circonscriptions, mais plutôt au niveau des 24 circonscriptions électorales, donc sur tout le territoire national. Et puisque c'est pratiquement le même jour que les élections communales et puis législatives s'organisent, ceux qui vont donc voter pour les législatives sont les mêmes qui vont voter pour les communales. Moi, je n'ai pas du tout de doute à ce que nous puissions connaître un fort taux de participation. Très bien. Ouais.
Merci à vous, sauf si vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, sans aucun doute, c'est d'inviter les acteurs politiques à adopter l'attitude de bâtisseurs de paix, garder la posture de messager de paix, savoir quel genre de message véhiculer pendant ces 14 jours de campagne, ces 2 semaines de campagne, et que les populations aussi puissent considérer ces moments de campagne comme des moments festifs. C'est des périodes au cours de laquelle ce n'est que des Béninois qui vont aux élections. On n'a pas d'étrangers parmi nous pour ces élections-là. Donc ce qui se dessine, ce qui se joue, c'est en fait l'État-nation qu'on veut construire, qui reste notre priorité à tous. Alors je souhaite une bonne période de campagne à tous les candidats et une bonne chance aux formations politiques. Moïse Novion. Oui, dans cette même logique, je vais dire que d'aucuns disent que le bulletin de vote est une arme. Moi, je dirais que le bulletin de vote pour le citoyen et l'électeur, c'est le micro. C'est-à-dire que les élections donnent le droit aux citoyens de s'exprimer, de prendre la parole. Et donc, il ne faut pas que les citoyens puissent ne pas saisir cette opportunité-là de dire à travers les urnes, bien évidemment, ce qu'ils pensent des différents acteurs qui vont arriver vers eux pour pouvoir solliciter les suffrages. Et souhaiter également que les forces vives de la République puissent préserver l'essentiel. Vous voyez, l'ODEM a déjà commencé, la RAC a déjà commencé par jouer son rôle vis-à-vis des acteurs des médias. L'ODEM s'est exprimé également vis-à-vis des acteurs des médias. Nous, on est aux aguets pour pouvoir accompagner à la fois les citoyens et tous les autres acteurs qui sont impliqués dans le processus. Il faut que les compatriotes, chacun à son niveau, également puisse jouer sa participation pour que nous puissions préserver l'essentiel au terme des grands rendez-vous qui s'annoncent tout à l'heure à partir de janvier 2026. Législative et communale 2026, quid du taux de participation. Vous avez suivi le développement de Hugues-Hector Zogo, mais également de Moïse Novillon pendant 52 minutes. Merci à vous tous. Ils ont eu des raisons de dire que nous aurons donc un fort taux de participation pour les élections du 11 janvier 2026. L'autre dira 8 ainsi. Et merci à vous qui nous avez suivis. Merci de liker sur les différentes plateformes. Merci de partager également l'émission, de laisser également vos commentaires, votre avis, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un fort taux de participation comme les analyses politiques sur cette émission? Vous nous le direz. Moïse, merci à vous. Tout le plaisir. Et Hector Zogo, merci. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, merci également à Marcel Yedo, toute l'équipe dans l'ombre qui a participé à la bonne réalisation de cette émission, Emmanuel Agbodjelou et tous les autres. Vous nous avez suivis, on se donne rendez-vous sur le forum des rédactions la semaine prochaine. Madame, Monsieur, d'ici là, portez-vous bien. Attention, faites attention à vous sur les routes et à bientôt.